Bonjour, on va maintenant parler d'ADN sédimentaire lacustre et principalement de processus taphonomiques qui peuvent affecter les signaux d'ADN sédimentaire et donc les interprétations paléoécologiques et paléo-environnementales. Ça marche pas ? Okay. Enfin, comme ça. L'ADN sédimentaire lacustre est un outil émergent, comme on peut voir ici sur l'évolution du nombre. Le pointeur ne marche pas non plus. Il faut appuyer sur on. Bon. L'ADN sédimentaire lacustre est un outil émergent, donc, comme on peut le voir ici sur l'évolution du nombre de publications, avec une première publication en 1996, donc il y a un petit peu plus de 20 ans. Et puis une augmentation assez importante du nombre de publications à partir de 2011, notamment liée au développement de certaines technologies, donc notamment le séquençage massif et les approches de métabarcoding ADN qui permettent d'accéder à la biodiversité des organismes. Donc cet outil émergent, il est aussi très prometteur puisqu'il va nous permettre d'accéder à la diversité des organismes qui vivent à la fois dans la colonne d'eau, mais également dans le sédiment et dans le bassin versant autour du lac. Et l'essentiel des publications, donc pour l'instant, c'est la courbe bleue, s'est focalisé sur les organismes aquatiques et microbiens, et puis quelques publications en vert sur les organismes terrestres, donc essentiellement les plantes, mais aussi les animaux, et notamment les animaux domestiques. Donc nous... Ah oui, pardon. Donc c'est un outil qui est émergent et donc la question qui se pose, comme tout nouvel outil, c'est finalement quels sont les processus taphonomiques qui peuvent affecter les enregistrements d'ADN. Donc cette question, elle a commencé à être posée dans cet article en 2014, donc de Sedon et al., qui récapitule les 50 questions prioritaires en paléoécologie. Et donc cette question de la taphonomie de l'ADN ancien fait partie de ces questions prioritaires. Elle a ensuite été reprise par Birks and Birks dans New Phytologist sur la question de l'ADN ancien des plantes pour reconstituer les flores quaternaires. Mais c'est seulement depuis à peu près 2016-2017 qu'on a vraiment commencé à essayer d'adresser cette question de la taphonomie, à la fois sur les plantes, ici sur les microbes et ici sur les organismes aquatiques. Mais cette question, elle reste encore effleurée, on va dire. C'est jamais le but unique de chacun de ces articles. Et donc nous, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin, et notamment pour travailler sur l'ADN des plantes, et en particulier l'ADN extracellulaire. Donc, parce qu'il faut savoir que l'ADN dans l'environnement, et donc dans les sédiments lacustres, est composé d'ADN intracellulaire dans les cellules mortes et les cellules vivantes, mais également d'ADN extracellulaire qui peut être complexé avec des substances humiques ou des matériaux inorganiques, ou bien adsorbé sur des particules minérales, ou alors sous forme dissoute dans l'environnement. Donc la technique que nous, on utilise pour extraire l'ADN permet seulement d'amplifier, d'extraire cet ADN adsorbé sur les particules minérales ou libre dans l'environnement. Donc on va s'intéresser donc au processus taphonomique qui affecte ce type d'ADN. Et pour ça, on va utiliser la méthode de métabarcoding ADN pour amplifier toutes les plantes qui sont présentes, donc en utilisant des amorces universelles et en séquençant avec le séquençage massif toutes ces séquences d'ADN. En utilisant des outils bioinformatiques et des bases de données de référence, on est capable donc d'assigner une séquence d'ADN à un taxon de plantes et donc d'accéder à la biodiversité de ces plantes. Donc pour adresser cette question de la taphonomie, donc on s'est appuyé sur l'étude de 3 systèmes lacs-bassins versants qui sont situés dans les Alpes ici. Ces 3 systèmes présentent l'intérêt d'être très différents, notamment dans les processus sédimentaires qui vont former donc, les sédiments au fond du lac. Donc je vais les détailler un peu au fur et à mesure, je vais vous présenter les résultats. Et donc l'objectif a été de comparer la quantité, la concentration d'ADN de plantes terrestres qu'on a enregistrées dans le sédiment avec des paramètres sédimentologiques pour essayer de voir comment ces paramètres influencent le signal. Et puis sur le lac de la Tuile ici, on s'est aussi amusé à comparer avec des données de pollen. Donc voilà les résultats. Donc sur le lac de la Tuile, on a ici comparé la concentration en ADN avec des données donc de sédimentologie. Donc ici la perte au feu à 550 degrés
pour retracer la matière organique. Et donc, au premier ordre, on voit qu'il y a une assez bonne relation entre la quantité d'ADN et la quantité de matière organique. Mais si on regarde dans cette phase ici, on voit qu'il y a quelques anomalies par rapport à cette relation. Donc on essaye d'aller un peu plus loin et d'intégrer d'autres données sédimentologiques. Et donc on s'aperçoit que cette période ici, si on regarde des données de pyrolyse Roqueval et également des données de faciès sédimentologiques, on s'aperçoit que cette phase, elle est principalement marquée par la présence de matière organique qui provient de la litière forestière. Et puis si on regarde dans la phase ici, un peu plus tardive, qui commence vers 4500 cal-pp, on voit une disparition de la teneur en carbonate, donc ici estimée à partir de la perte au feu à 950 degrés. Et donc cette disparition des carbonates, elle suggère qu'on a des conditions acides dans la colonne d'eau et probablement aussi une forte présence de substances humiques puisqu'on a de l'érosion de litière de forêt. On sait par ailleurs dans la littérature que l'acidité est défavorable à la préservation de l'ADN. On sait également que par notre méthode d'extraction de l'ADN, on n'est pas capable d'extraire l'ADN qui pourrait être complexé avec des substances humiques. Et on sait aussi que ces substances humiques, elles sont inhibiteurs de l'amplification par PCR de l'ADN. Donc tout ça nous dit que dans cette période, et notamment ici, on peut s'attendre à avoir soit une mauvaise préservation de l'ADN, soit une mauvaise détection par nos techniques analytiques. Et donc en prenant en compte ça, eh bien, on peut conclure que dans cette période d'érosion de la litière de forêt, on a probablement une forte concentration d'ADN qui est apportée, mais qui ensuite se fait dégrader par les conditions acides. Si maintenant on regarde ce qui se passe quand on compare les résultats d'ADN sur ce lac avec les résultats de pollen. Donc ici, la courbe noire représente le pourcentage d'ADN d'arbre comparé au pourcentage de pollen d'arbre en gris. Et puis ici, on a différents taxons, à chaque fois avec l'ADN au-dessus et le pollen en dessous. On essaye de comparer les enregistrements. Et donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que dans cette période de mauvaise préservation ou détection de l'ADN, ça va être horrible, 3 minutes. Donc ici, évidemment, puisqu'on on a beaucoup dégradé l'ADN ou mal détecté l'ADN, on a un mauvais enregistrement à partir de l'ADN et donc on ne voit pas, par exemple, l'ADN de sapin dans cette période ici. Si on regarde maintenant la période qui suit, on peut voir qu'on a une augmentation du pourcentage d'ADN d'arbre alors que les pollens d'arbres ici diminuent, qui suggère une déforestation. Et ce qui paraît cohérent, puisque au même moment, on a une augmentation ici du résidu de perte au feu, qui traduit une augmentation des apports détritiques. Et donc, on interprète cette différence d'enregistrement par rapport au pollen comme le fait d'une augmentation de l'érosion due à la déforestation et une augmentation de la connectivité entre les sources qui produisent l'ADN dans le bassin versant et la zone d'archivage, donc le lac. Donc ceci permet d'avoir une meilleure représentativité finalement du paysage végétal autour du lac. Et c'est probablement aussi ce qui explique pourquoi seulement à partir de ce moment-là, on enregistre ici de l'ADN de chêne, alors qu'il était largement présent dans la période précédente. Si on continue à avancer dans le temps, j'essaie d'aller vite, on voit qu'il y a de nouveau une discordance entre l'enregistrement ADN et pollen, où la plupart du temps, dans cette phase-là, on n'a pas d'ADN ou très très peu, alors qu'on détecte les taxons avec les pollens. Et donc, si on regarde des indicateurs de qualité de la matière organique, de nouveau, avec la pyrolyse Roqueval, eh bien, on s'aperçoit que cette phase, elle correspond à une phase d'érosion d'horizons profonds de sols développés. Et donc, on peut imaginer que dans les horizons profonds des sols développés, on a peu d'ADN de plantes, puisque les plantes sont plutôt localisées dans la surface et dans la partie aérienne. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que finalement, on a une qualité de reconstitution de la végétation à partir de l'ADN, dans ce cas-là, qui est très inhomogène au cours du temps, parce qu'on a des gros changements environnementaux. Si maintenant je passe sur le lac de la Muselle, ça va aller beaucoup plus vite, eh bien ici, ce qu'on aperçoit, c'est que si on regarde la concentration en ADN de plantes terrestres, eh bien on s'aperçoit qu'elle est anticorrélée à la concentration en argile ici. Et donc dans ce bassin versant, on a un glacier en amont, et qui produit donc beaucoup de farine glaciaire. Et donc on prend cette quantité d'argile comme un proxy
des fluctuations du glacier, donc de la production de la farine glaciaire. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, cette production de farine glaciaire qui ne contient donc pas d'ADN de plante, dilue notre signal d'ADN de plante par ailleurs. Mais malgré tout, comme on a pas mal réussi à extraire de l'ADN, et puis qu'on a aussi une bonne connectivité dans le bassin versant, parce qu'on a un réseau hydrologique qui est bien développé, on a un bon enregistrement du couvert végétal, avec un changement majeur ici, avec une ouverture de la forêt, et l'enregistrement d'un paysage mosaïque avec des plantes de différentes préférences écologiques que je ne vais pas détailler, puisque je n'ai pas le temps. Donc, si on passe au troisième cas, le cas du lac de Serre de l'Homme, dont on a une photo ici, une photo un peu plus près ici, qui a un bassin versant très très plat, donc très peu sensible à l'érosion. Et bien dans ce système, on enregistre très très peu d'ADN de plantes terrestres, mais par contre on a un joli signal d'ADN de plantes aquatiques qui est corrélé à la teneur en matière organique ici, et anticorrélé au rapport C sur N, donc qui montre une augmentation de la matière organique aquatique dans la partie supérieure. Donc dans ce cas-là, on a très peu d'érosion, et essentiellement de l'érosion des zones de lithosol ici, qui vont apporter seulement des matériaux inorganiques et donc dépourvus d'ADN de plantes. Et donc on a un mauvais enregistrement des plantes terrestres. Donc si je passe à la conclusion, on peut retenir que ce qui est important pour avoir d'ADN, c'est de prendre en compte la source des matériaux qui sont érodés dans le bassin versant. Et donc dans l'idéal, avoir plutôt des horizons de surface de sol développés qui sont érodés. Ensuite, la connectivité aussi est un facteur important pour avoir une bonne représentation de la végétation dans le bassin versant, donc qui va être affectée par l'érodibilité des sols et le réseau hydrographique. On peut aussi prendre en compte la production autochtone, puisque par exemple dans le cas du lac de Serre de l'Homme, si on est dominé par une production autochtone, on va avoir du mal à enregistrer la végétation du bassin versant. Et puis ensuite, les conditions physico-chimiques au sein du lac qui peuvent aussi affecter la dégradation de l'ADN ou en tout cas notre détection par nos méthodes analytiques. Et puis enfin, pour terminer, pour interpréter le signal ADN, j'espère vous avoir montré qu'il est important de faire des analyses sédimentologiques et géochimiques pour comprendre les processus sédimentaires. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci Charline. Juste une petite question. Je comprends pas pourquoi c'est si problématique que ça de ne pas avoir un signal ADN qui n'est pas forcément en accord avec le signal de pollen. Parce que j'ai l'impression que le mode de transport n'est pas du tout le même en fait. Ton ADN il arrive par ruissellement, j'imagine? Oui. Tes pollens sont transportés par le vent, c'est pas forcément si problématique que ça de ne pas avoir de signaux qui sont pas identiques et corrélés. Ouais. Donc tout à fait d'accord. Donc là, j'avais pas trop le temps de détailler sur ces aspects-là. Donc évidemment, le pollen est transporté par le vent, et donc on peut avoir une zone de récupération des pollens beaucoup plus importante que pour l'ADN, qui lui est transporté donc fixé sur les particules ou par ruissellement. Mais néanmoins, sur l'exemple là où j'ai montré des différences, c'est assez difficile de les expliquer uniquement par des différences de transport, soit éolien, soit plutôt de ruissellement. Et en plus, ces changements-là correspondent vraiment à des changements de type de sédiments, de sédimentation, et qui ont l'air assez bien d'expliquer pourquoi on n'a pas un enregistrement identique au pollen à ces moments-là. Merci pour cet exposé de géochimie organique. Avec pas beaucoup de résultats de géochimie organique, désolé. Pour moi, c'est purement de la géochimie organique, et c'est bien que ce soit présenté à Orléans, surtout qu'on a Jean Trichet dans la salle, qui est à l'origine, Monsieur Trichet, à l'origine de la géochimie organique à Orléans. Et une des frustrations quand on touche à des molécules organiques, c'est qu'on n'arrive pas à les voir. Et on ne sait jamais où elles sont planquées, à quoi elles sont associées. Donc je voudrais poser une question, non pas à toi, mais à Monsieur Trichet, parce que c'est des sujets sur lesquels il a travaillé pendant un petit moment, et savoir dans quelle mesure la relation que tu établis avec les carbonates, c'est vraiment lié à des conditions acides qui vont effacer tes carbonates, et donc tu dis que l'ADN est aussi abîmé par ces conditions acides, ou est-ce que c'est pas simplement parce que tes carbonates, ça peut être le support sur lequel viennent s'accrocher ces brins d'ADN?
Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est possible que ce soit le support d'attache des brins d'ADN, mais à ma connaissance, ça n'a pas été démontré. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Je suis désolé. En tout cas, il n'y a pas de relation directe, de corrélation entre la quantité d'ADN et la concentration en carbonate. Donc ça ne peut pas être le seul facteur expliquant le résultat. Très bien, merci. Nous allons devoir passer à la dernière.